Tout d'abord, remercier les organisateurs du colloque de nous avoir invités à titre de fédération, discuter de l'importante question de la santé des jeunes en lien avec leur consommation médiatique. Après avoir entendu ce que j'ai entendu ce matin, c'est sûr que je ne verrais pas la pub de la même façon, même si j'avais quand même un sens critique, mais un petit peu, il y a quelqu'un qui a dit tantôt, il faut la décoder, la pub. Je pense que c'est ça qui est important, la décoder, parce qu'on est bombardé de tous bords, tous côtés de cette fameuse publicité-là, qui est un élément marketing très important pour les organisations commerciales. Alors, c'est bien sûr que quand on s'adresse à un public jeune, ben, on peut avoir une écoute qui est plus à long terme. Et je vous les amène juste sur un élément qui est assez révélateur, juste l'aspect du tabagisme, par exemple. Tantôt, il y a quelqu'un qui a dit, il y a des règles là-dessus. Je suis dans le monde scolaire depuis 10 ans, au niveau politique scolaire, on s'entend. Et j'amenais la semaine dernière une espèce de petit carton sur lequel il y avait, je ne sais pas si vous avez vu à la publicité avant la période des fêtes, une espèce de grenade qui est maquillée de couleurs. Et je demandais à mes collègues présidents et présidentes des commissions scolaires du Québec qu'est-ce qu'ils entendaient par ça. Et je vous dirais que, bien humblement, avant de faire partie du conseil d'administration du réseau sport étudiant du Québec, je ne savais pas nécessairement qu'est-ce qu'était de facto, à part avoir vu ce nom-là dans le dos du chandail de ma fille qui faisait du volleyball au niveau scolaire. Mais quand on comprend que de facto, c'est une campagne de promotion qui vise à contrer le tabagisme chez les jeunes, on comprend plus un peu comment la grenade elle peut être enrobée de couleurs et de chocolat et tout ce qu'on peut y étaler. Alors, c'est là aussi de la publicité. Comment elle est perçue, cette publicité-là, je ne le sais pas, mais au moins elle a le message de dire que derrière le paquet de cigarettes, il y a peut-être quelque chose qui est tout un autre effet secondaire que seulement de fumer, c'est la santé qui va avec. Alors, c'est un élément sur lequel, moi, ça m'interpelle, et je vais laisser la parole aux autres interlocuteurs, mais je pense que de se questionner sur la publicité puis les effets de la publicité sur les jeunes qui composent notre système d'éducation au Québec, mais je pense que c'est sain. Merci. Non, vas-y, ça va bien. Bon, alors bonjour tout le monde. Je vous remercie de m'accueillir, mais je vais vous demander de faire preuve d'indulgence à mon égard. Je suis pas vraiment un habitué des tables rondes, puis habituellement mon public est un petit peu plus petit. Alors, je suis ici, je représente un petit peu la fédération, pas un petit peu, mais je représente la fédération des éducateurs et éducatrices physiques du Québec. Ça me fait plaisir d'être ici pour faire part un peu de ce que nous, comme fédération, on envisage un petit peu comme moyen d'action, comme moyen à privilégier pour faire face un petit peu à la surdose médiatique dans laquelle les enfants baignent. Moi, j'arrive de l'école. Là. À chaque jour, on envoie des enfants qui, soit par rapport à la publicité ou par rapport à ce qu'ils vivent comme quotidien avec les jeux vidéo, les écrans, les iPods, etc., on voit vraiment les effets que ça a sur ces enfants-là. Alors, il est reconnu unanimement par la communauté médicale et scientifique, ainsi que dans le monde de l'éducation, que l'adoption de saines habitudes de vie, plus particulièrement la pratique régulière de l'activité physique, constitue en soi une démarche incontournable pour vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé. Vous comprendrez que nous, notre rapport en tant que Fédération pour les profs d'éduc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la pratique régulière pour anéantir le plus possible ces habitudes malsaines qu'on a. Alors, il est reconnu également que les écrans nuisent au sain développement physique, psychologique et social de la jeunesse. La FEPEC s'est dotée d'un plan d'action qui est fondé sur des mesures en milieu préscolaire et scolaire, sur des mesures fiscales incitatives et sur des mesures sociales à l'intention de l'ensemble de la population québécoise. Donc, ça fait environ 5 à 6 ans, puis même l'idée a germé beaucoup avant ça, qu'on travaille sur notre projet, nous autres, qui est Québec 2020. Il va y avoir quelques petits faits qui vont ressortir, mais ce n'est pas tout le projet de Québec 2020. Nous autres, à la Fédération, on aimerait qu'en 2020, le peuple québécois soit le peuple le plus en forme et en santé. On n'a pas le choix
de travailler au niveau de la consommation médiatique parce que ça a un effet incontournable sur la santé des enfants. Nous nous attarderons cependant sur l'adoption de saines habitudes de vie dans le but de contrer les effets de la surdose médiatique, dont les enfants, principalement, en sont les victimes. Les éducateurs et éducatrices physiques jouent un rôle de premier plan afin d'aider les enfants à acquérir des ressources qui leur permettront de prendre en charge leur santé et de demeurer actifs toute leur vie. Alors nous autres, les profs d'éduc, là, dès la maternelle, on est avec les jeunes, puis c'est très difficile parce que même au niveau des parents, on n'a pas toujours la réponse, ou c'est pas tout à fait compris comme on voudrait, mais on est là pour leur apprendre à développer des habitudes, puis c'est très difficile. Parce que plus l'enfant est jeune, plus ces habitudes-là, c'est les parents qui les développent pour eux. Et plus ils vieillissent, plus là, ils commencent à devenir autonomes là-dedans. L'adoption d'un mode de vie sain et actif, tout en réduisant au maximum le temps passé devant les écrans, repose sur 3 principaux aspects. Alors, le premier, c'est la prise de conscience des facteurs susceptibles d'affecter les habitudes de façon positive ou négative, un peu avec des formations comme M. Brodeur donne dans les écoles, auprès des parents, auprès des jeunes, auprès des enseignants. L'engagement dans la pratique régulière d'activité physique, ça, c'est la job vraiment que nous, sur laquelle on a plus d'impact. Puis, de conscientiser sa démarche, puis ça, c'est très difficile. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt, là, que l'enfant embarque dans une démarche pour développer ses saines habitudes de vie. C'est très difficile en très bas âge. Alors, là, ce que je vous parle aujourd'hui, je suis certain que ce n'est pas des choses nouvelles. Je n'ai rien inventé. Vous avez probablement pris connaissance du bulletin de l'activité physique chez les jeunes en 2011. Ça a sorti dans tous les médias. Puis ça, c'était quand même une bonne chose qu'ils en parlent, parce qu'on n'avait pas le choix. On nous a attribué un F quant à notre niveau d'activité physique. Là, on parle des jeunes, là, de la naissance à peu près 16-17 ans, mais ça se confirme chez les plus vieux aussi. Alors, on recommande 60 minutes d'activité par jour, d'activité physique modérée à vigoureuse. Ça veut dire pas juste jouer au baseball là, d'une façon un peu ludique, là, mais ça veut dire de jouer au football, de faire du vélo rapide, pas juste une petite balade. Tandis que la moitié de nos enfants n'en font que 25 minutes par jour, puis l'autre moitié en fait à peine 15 minutes par jour. Ça, c'est décourageant. Alors, où s'en vont ces 6 précieuses minutes d'activité physique? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Devant les écrans. Est-ce qu'il y en a qui savent à peu près combien d'heures par jour ils passent devant les écrans en moyenne, les enfants? C'est à peu près 6 heures par jour en moyenne qui passent devant l'écran. Un enfant qui a 8, 9, 10 ans, là, qui va se coucher à peu près à 8 heures le soir au maximum, là, puis il finit l'école à 3h30, là, faites le calcul. Ça ne laisse pas beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Alors, quand on regarde que pour cet aspect-là aussi, on a la note F, nos enfants obtiennent également par rapport aux activités sédentaires, ce que je viens de dire, on s'aperçoit qu'ils en ont 6 heures par jour devant les écrans. La fin de semaine, ça augmente un peu. Ça peut aller jusqu'à 7 heures. C'est une journée de travail, ça. Alors, et ce n'est guère mieux à l'école. En éducation physique au Québec, par exemple, on obtient un C-. Bon, c'est mieux qu'F, mais c'est pas très fort non plus. Il y a une tonne de facteurs qui expliquent ça. Par exemple, il y a 44% des élèves, à peu près la moitié des élèves du Québec, qui ont 1 à 2 périodes d'éducation physique par semaine. Une période, là, ça peut varier entre 45 minutes et 75 minutes pour les plus chanceux. Fait que, mettons qu'on y va avec 60 minutes, c'est à peu près ça dans toutes les écoles, c'est 1 fois par semaine. Fait que moi, cette semaine, j'avais une grande semaine de 4 jours et j'ai été chanceux. J'ai vu des élèves le lundi, je les ai revus hier, jeudi. Mais en général, je les vois 1 fois par semaine. Fait que, même si je les vois, moi, sur plusieurs années, à un moment donné, il faut quand même qu'on leur donne le goût de le faire. C'est pas à 1 fois par semaine, puis des fois 2, quand on a des semaines chanceuses, qu'on peut leur donner cette habitude-là, puis leur donner le goût de pratiquer. Il y a 25% après ça, donc ça fait 75% des autres, qui ont à peu près 3 à 4 périodes par semaine. Puis là, ça c'est ce qui est le pire, il y en a 22% des élèves du Québec qui n'en ont même pas d'éducation physique. Mais ces 22%-là,
c'est des enfants d'âge préscolaire, qui sont à la maternelle ou qui sont dans le service de garde. On sait pertinemment que c'est eux qui doivent bouger le plus. C'est là qu'ils sont en plein dans l'acquisition du développement moteur, qui va faire que ça va développer leur... pas développer, mais ça va atténuer les effets de donner des pilules de Ritalin, etc., etc. Donc, c'est un petit peu dramatique. Quand on voit ces chiffres, nous sommes en droit de se demander quelles sont nos priorités en tant que société. Alors, une société qui valorise l'activité physique, parce que je pense qu'au Québec, on valorise très bien l'activité physique quand même, ne devrait-elle pas s'insurger contre le temps qui est insuffisant et qui est alloué à une éducation physique de qualité? Donc, ce qu'on propose, nous, la Fédération, c'est des petites choses, je ne les nommerai pas toutes, mais vous allez voir que ça a du sens. La première chose, c'est qu'on développe un programme de santé globale pour les jeunes de chaque CPE et de service de garde afin de les sensibiliser le plus tôt possible à l'adoption de saines habitudes de vie, dans la pratique régulière d'activité physique, bien entendu. Qu'on augmente à 150 minutes les cours d'éducation physique à chaque semaine au présco, 150 minutes aussi au primaire et 150 minutes au secondaire. Là, il y a d'autres visées, là, mais je vais vous les épargner. Vous voyez que nous autres, c'est sûr qu'on aimerait ça qu'il y en ait un petit peu plus. Parce que même ça, le 150 minutes, il faut savoir que le gouvernement du Québec nous a dit que toutes les écoles devaient donner au moins 120 minutes par semaine. Fait qu'on ne demande pas tellement plus, mais c'est presque pas respecté partout. Il y a des places, c'est même pas respecté. Il y a des places qui le font, il y a des places qui en le font plus, mais il y a des régions où c'est pas du tout ça. Selon le rapport annuel de Jeunes en Forme Canada, les enfants et les adolescents canadiens obtiennent un F pour la 4e année consécutive. Ça fait 4 ans qu'on se fait botter le derrière parce qu'on ne pratique pas assez d'activité physique. Puis on continue, puis il n'y a rien qui se passe. Ce même rapport indiquait que 3 enfants et ados sur 4 ne font pas suffisamment d'activité physique quotidienne. 3 sur 4, c'est 75% des enfants qui n'en font pas assez. Ça veut dire qu'il y en a juste 25% qui ne sont pas trop devant les écrans. Ça veut dire qu'il y en a 75% qui sont influencés par les publicités, tout ce que vous avez parlé pendant les 3 jours, puis qui ne font pas assez d'activité physique, donc qui ne développent pas des bonnes habitudes de vie. Les chercheurs ajoutent que le temps passé devant un écran engendre des conséquences diverses, diminution des rendements scolaires, puis on sait pertinemment que si on bouge plus, il y a un meilleur rendement scolaire. Ça, c'est pas moi qui le dis, là. Il y a des études là-dessus. Mais c'est pas ça qu'on fait. Et il y a une diminution des rendements scolaires et comportements à risque, notamment la consommation de tabac et d'alcool. En arrivant à la maison, les jeunes passent beaucoup trop de temps devant les écrans plutôt que de faire le choix de bouger. Ils deviennent absorbés par des écrans qui sont plus séduisants que l'école, les parents, la vie familiale, bien entendu, et par l'activité physique. Mais par quel exemple prêchons-nous? Parce que quand on arrive de travailler, on est fatigué. Est-ce que ça nous tente d'aller se baigner 1 heure avec un enfant, avec nos enfants? Est-ce que ça nous tente de sortir, d'aller faire du vélo, de travailler un petit peu sur le terrain? C'est la vie qui fait que c'est comme ça, mais il faut donner l'exemple. Les écrans et la pub stimulent les émotions et entretiennent la sédentarité, la mauvaise alimentation et l'obésité. Il faut que la société québécoise valorise plus l'activité physique que l'école et qu'elle renseigne les parents sur les impacts négatifs que les écrans ont sur la santé de leurs jeunes. Les éducateurs physiques et enseignants peuvent témoigner des signes que l'on observe chez les enfants exposés aux écrans. Donc, à chaque jour, on est témoin d'enfants qui, à un moment donné, sont devant nous. Ils sautent, ils savent pas pourquoi, ou bien ils frappent quelqu'un, ils se demandent pourquoi ils ont fait ça. Puis, quand on demande aux parents, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la vie de votre enfant récemment? T'sais? Y a-t-il une chicane? Y a-t-il la perte d'un animal? Quelque chose qui l'a rendu triste ou qui a... Là, les parents nous disent non, il me semble que non, il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Ils reviennent une journée ou 2 à l'école puis ils disent ben oui, on vient d'y acheter un jeu vidéo. Les éducateurs et éducatrices physiques sont prêts à unir leur force avec les parents et les commissions scolaires du Québec, centrale syndicale bien entendu, pour contribuer à l'atteinte de ces buts. Il faut mettre l'accent sur le développement des acquisitions de saines habitudes de vie, dont la pratique régulière d'activité physique en bas âge, afin de contribuer au développement d'habiletés motrices fondamentales et ainsi améliorer la condition physique
de façon significative. Si on les part bien, ils vont avoir l'habitude, ils vont continuer. On le sait, ça, on le voit. Nous savons tous maintenant que si nous atteignons ces cibles, nous aurons une influence inestimable sur l'amélioration de la réussite scolaire des élèves au Québec et par le fait même, nous récupérerons les minutes perdues devant les écrans au profit de la santé de nos jeunes en leur redonnant le goût de faire de l'activité physique. Et pour finir, comme vous voyez une chance que j'ai lue parce que ça s'arrête encore plus long, et comme le dit si bien l'organisme Jeunes en Forme Canada, ensemble, nous avons le pouvoir de faire bouger les jeunes en leur montrant qu'il n'y a pas juste les écrans, il n'y a pas juste la télévision, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus agréables pour eux autres puis qui vont leur permettre d'être en meilleure santé. Alors, j'ai fini. Alors, je me présente, François Paquette. Je suis président de la Fédération des comités de parents. Je suis avant tout un parent. Je suis aussi informaticien. C'est mon métier. J'en ai pas honte. Je fais de l'informatique de gestion chez Desjardins. Je suis fier de le dire parce qu'il me laisse beaucoup de temps pour faire du bénévolat dans toutes sortes d'activités. J'ai été aussi président d'une association de soccer, entraîneur de soccer. J'ai 2 filles, dont une qui termine son stage aujourd'hui et qui commence son emploi lundi. Elle vient de finir une technique au cégep en publicité. J'ai trouvé une citation pour commencer. D'abord, ça me fait très plaisir d'être ici. C'est quelqu'un qui a dit « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » On dirait que ça a été dit cette semaine, peut-être après les élections lundi, ou... Non, c'est Socrate qui avait dit ça. Fait que c'est pas d'aujourd'hui là, qu'on entend des propos qui dénigrent les jeunes. Ça fait des milliers d'années. Chaque fois qu'il y a des inventions dans l'humanité, je vais vous donner un exemple, Alfred Nobel qui avait inventé la dynamite. Quand il l'a inventé, c'était un formidable outil là, qui a aidé au progrès, qui a aidé à la construction d'habitations, à loger des gens, à développer des routes. Mais quand c'est mal utilisé, ça devient dangereux. Quand la télévision est arrivée, quand j'étais tout petit, ça fait très longtemps, on nous disait de ne pas regarder la télévision parce que nos yeux seraient brûlés par les radiations. Puis, je porte des lunettes, ça fait 2 ans, là, mais je pense pas que c'est à cause des radiations de la télévision. J'ai regardé Bobino à tous les jours pendant des années, la boîte à surprise, puis j'avais d'excellents yeux aller jusqu'à mes 50 ans. Marshall McLuhan avait parlé d'un village global. Je pense qu'on y est rendu. Et il y a Andy Warhol qui avait dit que chacun aura un jour son 15 minutes de célébrité. C'est ce qu'on voit maintenant là, de plus en plus. L'arrivée de ces médias-là, ça a amené, en tout cas, je pense, 3 types de problèmes. Bien sûr, le temps passé devant un écran versus les saines habitudes de vie, ça, tout le monde est conscient de ça. Les risques de l'information qu'on retrouve sur Internet, la pornographie, la violence, tantôt on en parlait, le contenu de tous ces médias-là. La cyber-intimidation, on en parle de plus en plus, en tout cas dans le milieu scolaire, mais la cyber-intimidation aussi entre les élèves, mais envers les enseignants. Les enseignants qui vont se faire filmer et qu'on va passer une partie du clip, hein, Régent, on va passer juste une partie de la phrase que l'enseignant a dit en sortant tout du contexte. Ça peut détruire des carrières. Puis nous, on dénonce ça tout autant que la cyber-intimidation entre les élèves. Il y a un autre problème qui est aussi, sinon plus important selon moi, c'est toute la désinformation qu'on retrouve sur Internet et la surabondance d'informations. Dernièrement, il y a environ 3 semaines, on m'a passé une radio pour une pierre au rein, puis on a trouvé des taches. Fait qu'on
Passer d'autres examens. Bon, il y avait une possibilité de cancer du rein. J'ai fouillé sur Internet des heures et des heures. Là, à la fin, j'étais rendu condamné dans les 3 prochaines semaines. Mais il y a d'autres tests qui ont montré que c'était pas ça. C'est rien de grave. C'est un kyste sur un rein, puis c'est pas dangereux, j'en mourrais pas. C'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais j'ai passé des heures à aller fouiller, voir qu'est-ce que ça faisait, c'était quoi les symptômes. Je pense que j'étais plus malade à aller lire sur Internet que la maladie que j'avais vraiment. Puis ça, c'est un risque. Puis là, je parle d'information médicale, mais aussi d'information politique, d'information détournée, la désinformation. Tantôt, il y a un conférencier qui en parlait en publicité, mais c'est aussi vrai dans tous les blogs de médias, que ce soit dans Cyberpresse, dans d'autres médias québécois, même sur Radio-Canada. Il n'y a pas personne qui est à l'abri de ça. Dernièrement, un futur parti politique a lancé une plateforme et il y avait un blog qui était ouvert et j'ai vu des choses là qui étaient complètement fausses. Malheureusement, on se cache derrière l'anonymat, fait qu'on attaque des gens personnellement. On laisse croire toutes sortes de choses et c'est anonyme. Donc, comme c'est anonyme, on peut dire n'importe quoi. C'est un danger, puis c'est un danger aussi pour nos jeunes. Parce qu'il faut qu'ils développent leur esprit critique. Okay? C'est important. Il faut qu'ils soient capables de faire la part des choses entre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est vérifiable, puis ce qui est vérifié. Nous, en tant que parents, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je pense qu'il faut qu'on joue notre rôle de parent. Il faut être capable de dire non. Le but, c'est pas d'être l'ami de mes enfants, c'est d'être leurs parents. Il faut être capable de faire la différence entre les deux. Il faut être vigilant. Je pense que d'avoir un ordinateur dans une chambre d'un enfant, c'est pas gagnant. Il faut qu'il soit visible de tout le monde. Pas nécessaire qu'il soit dans le salon devant tout le monde, mais que l'enfant sache qu'à tout moment, tu vas passer là, que ce soit dans un coin de la cuisine ou... je pense que ça, c'est la moindre des choses. D'avoir un contrôle parental, il y en a des très bons. Ça ne protège pas contre tout, mais ça protège contre une bonne partie. C'est un minimum, ça, quand on a des jeunes enfants, là, puis avec l'Internet. Surtout, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas penser que ça va être... l'écran, l'Internet, c'est le démon. Ça a aussi une grande utilité, au même titre que la télévision a servi à informer les gens. L'Internet, ça a une utilité. Il faut s'informer surtout. Hier, il y avait une réunion du comité de parents de la commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles et il y a eu une conférence de la Sûreté du Québec. Ça s'appelle « Vous n'êtes pas seul », vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a beaucoup de comités de parents qui ont offert ces conférences-là parce que ça montre aux parents comment superviser l'utilisation d'Internet, des médias sociaux. Ça a été monté par la Sûreté du Québec. C'est gratuit. Vous pouvez les faire venir à votre école. Vous appelez la Sûreté du Québec, ils vont vous l'envoyer. Il y a un policier qui va venir, puis c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Puis vous invitez vos parents, puis vous allez voir, c'est assez bien fait comme conférence. Je suis informaticien, j'en ai appris. Okay? Limiter le temps d'utilisation de l'Internet. Des 7 heures par jour, là, en tout cas, chez moi, c'était inacceptable. Il y a une limite à ce qu'un enfant peut endurer devant un écran. Si on limite le temps, il va prendre plus de temps pour aller voir ce qui l'intéresse, ce qui est intéressant. Il va perdre moins de temps à chercher n'importe quoi et n'importe quelle niaiserie. Favoriser la pratique d'un sport, et ça, c'est pas seulement à l'école. Je me suis impliqué pendant une dizaine d'années au soccer, entraîneur adjoint. J'ai été président d'une association de soccer, je peux vous en parler. C'est sûr que ça aide à faire sortir le méchant, comme on dit, mais c'est surtout que ça donne une discipline aux jeunes. Puis ça les fait bouger. Du point de vue de la santé, c'est pas juste à l'école, selon moi, où on doit
obligé à faire du sport, parce que je comprends le monsieur enseignant d'éducation physique, même que quand j'étais président du comité de parents, on avait pris une résolution pour appuyer vos demandes, il y a quelques années. Mais on sait qu'à un moment donné, on se heurte à un mur dans les écoles, c'est le gymnase. J'ai été président de conseil d'établissement dans 2 écoles primaires où, quand on a augmenté le temps d'éducation physique, malheureusement, il y a juste un gymnase par école. Puis de rêver que chaque école se donne un 2e gymnase au Québec, je pense que c'est utopiste. Par contre, d'encourager les parents à faire du sport en dehors des heures de classe, parce que c'est 24 heures par semaine que nos jeunes sont en classe. Il y a le service de garde, il y a aussi les soirs, les fins de semaine où on doit sensibiliser les parents à faire du sport avec eux autres. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Bien, des campagnes d'information, utiliser la publicité, ce n'est pas toujours un outil démoniaque. Je pense que ça peut être quelque chose de très utile. Il faut sensibiliser la population là-dessus. Puis, il ne faut pas se gêner, le gouvernement ne devrait pas se gêner pour faire des condamnations. Puis on commence à en voir. Il y a une équipe à la Sûreté du Québec là-dessus. Pour les gens qui diffusent, bon, on entend beaucoup parler de cyberpédophilie, mais en ce qui concerne la cyberintimidation, que des gens se défendent, ça devrait être prévu et ça devrait être encouragé. Puis, le gouvernement a aussi un rôle pour normaliser et encadrer les heures de diffusion de violence, de tout ce qui touche à la pornographie. Avoir une veille gouvernementale sur ce qui s'en vient, parce que c'est pas fini, les médias sociaux. Ça fait juste commencer. Ça va continuer à se développer. C'est mondial. Je pense pas qu'on peut arrêter ça ici. Mais d'être au courant de ce qui s'en vient, de savoir être quoi la prochaine vague, puis de se préparer à ça, je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la progression? Je pense qu'on ne peut rien faire. Ce n'est pas une question d'être pessimiste, mais c'est un phénomène mondial, c'est là pour rester. Puis, quand on veut l'encadrer, comme en Chine ça se fait, ça devient de la censure aussi. Puis, il y a des choses qu'il faut censurer, mais la circulation de l'information, comment j'ai appris qu'il y avait un colloque ici aujourd'hui, c'est par un courriel que j'ai reçu. OK? Fait que d'essayer de limiter l'utilisation de ça, ça peut être aussi dangereux parce qu'il y a de la bonne information qui circule. Il faut apprendre, mais par contre, il faut apprendre à vivre avec ça, puis à les utiliser. Puis il faut développer l'esprit critique de nos enfants. Et ça, c'était une compétence transversale dans la réforme. Et il y a certains médias qui se sont amusés à rire du mot « transversal ». Mais ces compétences-là, ils vont être importantes dans la société de demain. Une compétence transversale, c'était une compétence que tu pouvais utiliser dans tous les domaines. C'était pas compliqué. Si on l'avait expliqué comme il faut, les gens auraient compris. Travailler en équipe, c'en était une. Mais exercer un jugement critique, montrer aux enfants à faire la part des choses, ça n'était une, ça. Puis là, on est en train de tasser ça. Ah non, c'est pas bon, transversal, on ne connaît pas ça, ce mot-là, fait qu'on ne peut pas lui montrer ça. On va leur montrer comment sceller un cheval, parce que ça, on sait comment ça se fait. Puis c'est un phénomène mondial, je l'ai dit tantôt. Fait que même si on dirait qu'on bloque toutes les communications en l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Canada, il y a toujours des gens qui vont réussir à passer aux côtés. On le voit en Iran quand il y a eu des manifestations, en Libye. Ça peut être des outils très importants dans des pays comme ça. Ça peut être la même chose ici. Je ne dis pas qu'on s'en va vers une révolution, mais ce sont des outils très utiles, entre autres, que ce soit pour l'acheminement de communication. Au comité de parents, on se sert beaucoup de ça pour acheminer de l'information aux parents. Même l'invitation sur la conférence « Vous n'êtes pas seul », elle a été diffusée à peu près 500 parents de la Seigneurie des Mille-Îles.
Hier, il y avait à peu près une centaine de parents quant à ces données, mais on l'envoie automatiquement par courriel. Fait qu'on ne peut pas passer à côté de ça, mais il faut l'apprivoiser. Merci. Merci pour l'invitation. Jacques, à la question « Que faire », là, je vais faire un petit crochet en partant. Que faire pour promouvoir des moyens pour une meilleure consommation médiatique? La réponse simple aurait été de dire, regardez, tenez-vous proche de Jacques Brodeur, parce qu'il vous embarque dans toutes sortes de projets, parce que comme centrale syndicale, il n'en demeure pas moins que depuis le début des années 90, on a eu droit à quelques parcours. Puis là, j'ai listé pour être sûr de ne pas nous oublier. La coalition pour une télévision responsable avec la Fédération canadienne des enseignants en 1994. Hein? T'étais là, hein? Ensuite, le groupe, le travail de réflexion pour des zones pacifiques avec M. Caron. T'étais là. Puis les AVB. Les écoles vertes. T'étais là. Le vote des jeunes pour les sensibiliser à un esprit critique à l'égard des médias. T'étais là. 2007, la coalition internationale encore là, je veux dire, pour l'éducation aux médias, qui contre la violence dans les médias. T'es encore entraîné à Centrale là-dedans? Hein? Oui. Fait que, donc, première recette qu'il y a à faire, organisez-vous pour avoir Jacques Brodeur pas loin, ça fait que ça vous fait faire des affaires. Mais, en fait, merci Jacques par rapport aux contributions que tu as apportées à la Centrale des syndicats du Québec. Vous dire, je regarde juste une chose, j'ai entendu une seule conférence, celle de M. Lemieux, que j'ai appréciée au plus haut point. J'ai dû manquer de quoi ce matin parce que je parlais avec Rodrigue, il me disait que c'était excellent ce matin, puis Réal m'a fait les mêmes commentaires. Fait que pour la prochaine fois, je vais le savoir que je manque quelque chose, mais peut-être que je serai à la retraite, mais avoir tout mon temps pour participer à l'événement. Mais il y a une première étape, parce qu'on a parlé, M. Lemieux parlait beaucoup de publicité, mais moi, je rejoins François, parler du média en général, puis la forme que ce soit, là, sociaux, le web, radio-télé, même journaux, les médias sont infiniment puissants. Moi, j'écoutais l'analyse de Jean-François Dumas, d'Influence Média, lundi, par rapport à la campagne électorale. Puis là, on n'avait pas le résultat encore, mais il prédisait déjà le résultat. Il disait d'abord, il était temps que ça finisse, parce que se demandait qu'est-ce qu'il aurait pu se dire sur l'élection dans la prochaine semaine, parce que ça faisait 15 jours qu'il n'y avait aucune idée qui circulait, si ce n'est que de commenter les sondages. Donc, à quel point, quand on dit là, il y a du travail à faire, là, ça veut dire que c'est une population quasi au complet qui, finalement, par procuration, a délégué sa votation aux médias. OK, il a fallu aller dans l'urne puis faire le petit crochet, là. Et il nous annonçait déjà, il dit, depuis que nous tenons, je veux dire, le poids médiatique. L'influence média, c'est une firme qui va dire, bon, ben, la présence syndicale des médias, là, c'est 1,2 %. La présence de tel parti, tant de %. Le coach canadien, 18,32 % aujourd'hui. Donc, il nous disait, depuis que nous faisons le compte du poids médiatique, le parti qui recueille le suffrage est le parti le plus médiatisé. Ben, au Québec, le parti qui avait été le plus médiatisé, devinez lequel? Le NPD. Dans le reste du Canada, les conservateurs. Donc, ça démontre à quel point c'est puissant, puis jusqu'à un certain point, puis j'ai bien apprécié là, quand il disait il faut être capable de créer la contrepartie, remettre, en répondant à monsieur, je veux dire des arguments, développer le jugement critique, l'art de discuter. Je parlais avec mon attaché de presse ce matin, parce que là, de ce temps-là, je ne sais pas si vous remarquez, le procès de M. Turcotte. Tu sais, on a nouvelle après nouvelle. Tu sais,
les cas, je ne sais pas s'il faut parler de masculinité débridée, hein, surtout qu'on a des 4 gars en avant, mais c'est crimes passionnels. Puis là, on nous en amène un, puis un autre. Mais elle me disait, en même temps, il faudrait que ça, c'est son opinion, il faudrait que ça arrête, parce que ça a l'effet, il y a quelques années, je veux dire, la Société des transports de Montréal a compris qu'il fallait arrêter de parler de suicide dans le métro, parce que plus il en parlait à la télé, plus il y en avait. Donc, on est à peu près tous d'accord dans cette salle qu'il y a de l'infinie puissance des médias et, dans ce contexte-là, de l'importance de l'éducation et en conviction, parce que je suis comme le collègue, un enseignant du primaire, et ma conviction profonde que plus tôt on commence, meilleur c'est. Que les saines habitudes, elles se cultivent jeunes. On l'a fait, je référais aux écoles vertes Brundtland, toute l'éducation à l'environnement. Je veux dire, la centrale était initiatrice. Jacques est parmi les premiers acteurs de ce mouvement-là. Mais on constate aujourd'hui, 20 ans plus tard, parce qu'on l'a fait il y a 20 ans, puis qu'on a cultivé, je veux dire, cette préoccupation chez les jeunes, mais on en retrouve maintenant dans les collèges, dans les cégeps, on en retrouve dans les universités, puis on en retrouve jeunes adultes qui, sont préoccupés, je veux dire, du sort de la planète. Donc, c'est quand même en même temps encourageant de dire qu'il faut, le plus rapidement possible, s'investir de ce côté-là. Et dans ce sens-là, les actions qu'on pose comme centrale, puis là, regardez, nous ne sommes pas le gouvernement, nous ne sommes pas les parents, c'est pas de se substituer aux uns aux autres, mais c'est dans un travail de collaboration, de partenariat. Je représente les collègues éducateurs physiques, j'en suis moi-même un. Donc, on a un travail d'influence, on a un travail de sensibilisation. Il y a des outils qu'on a, puis il y a des outils qu'on n'a pas. Donc, il faut s'influencer les uns les autres pour créer, je veux dire, en parallèle à ça, parce que je suis d'accord avec François, ça m'apparaît impossible d'arrêter, je m'en ai dit du jour au lendemain, mais même dans 100 ans, je veux dire, la publicité puis la propagande, je veux dire, quand on connaît l'histoire de l'humanité, il y en a toujours eu, puis il continuera toujours d'en avoir. Donc, de pouvoir développer une conscience citoyenne, à prendre l'expression de M. Lemieux, bien, commencer en bas âge, d'avoir un travail continu. Des aspects qu'on fait. Exemple, on a parlé beaucoup de cyber-intimidation. Nous autres, de façon un peu plus large, oui, cyber-intimidation, on a révélé dernièrement les résultats d'un sondage. C'était la deuxième fois qu'on le menait, ce sondage-là. Prendre la température, c'est quoi l'état des lieux, est-ce qu'il y en a, quelle importance, qui vis-à-vis qui. Beaucoup plus de cyber-intimidation entre élèves que des élèves vers les profs ou vers le personnel de l'école, un phénomène qui est en croissance. Contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas si anonyme que ça. Surtout quand ils sont en gang. Pour t'envoyer paître, là, ils s'identifient un peu plus aisément. Mais ça, c'est une forme de violence. Il y a toutes sortes de formes de violence à l'école qui découlent effectivement de ce qu'on peut être bombardé, que ce soit les images de guerre, que ce soit les séries violentes, que ce soit les jeux vidéo, même si je suis comme François, je pense que tout n'est pas mauvais dans l'informatique, mais à un moment donné, je sais pas, là, quand l'esprit du jeu, c'est de tuer 202 000 personnes, puis là, t'as fait de quoi de bon, là. Il me semble, à un moment donné, ça doit finir par, effectivement, comme le disait Michel, faire tilter quelque part dans la tête, puis ça fait pas tuer personne, ça peut rendre fou un peu. Fait que, donc, sous cet aspect-là, c'est cette violence, qu'elle soit électronique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique. On a fait comme centrale appel au ministère de l'Éducation pour mettre en place des plans d'intervention dans chacun des établissements et, entre guillemets, un peu de responsabiliser l'établissement. Puis on sait, dans les établissements qui se prennent en main, les écoles qui se prennent en main, ça fonctionne. Ça, c'est le fun à savoir. Tu sais, des fois, tu dis, on va essayer une affaire, si ça marche pas. Mais là, on sait que ça peut fonctionner. Bien, ça fait 6 ans, je veux dire, qu'on pousse, qu'on met. La ministre vient de dire qu'elle va relancer le plan, qu'elle va le bonifier. Mais le premier plan, là, impact à peu près nul, zéro. Zéro, proche zéro. Je veux dire, c'est un très faible pourcentage. D'abord, il y a 3/4 des écoles qui n'ont pas entendu parler, qui ne savaient même pas qu'il y avait un plan. Fait que ça donne une idée comment est-ce que le plan est solide. Et par la suite, en termes des écoles où ils en ont entendu parler,
il y avait 5 qui disaient que ça améliorait la situation. Donc, fort probablement qu'il n'y avait pas beaucoup de plans que les écoles qui n'avaient pas entendu parler. Fait que ça, l'importance de se prendre en main, de faire en sorte, moi, vous allez voir dans les gens qui sont de Québec, en fin de semaine, dans le soleil, il va y avoir encore un article, toute la question de la cyber-intimidation, puis comment le milieu se sent démuni puis impuissant, puis que les jeunes là, qui vont témoigner, qui vont dire, bien, on en parle à nos adultes, on en parle à nos profs, puis il se passe rien. Bien, ça démontre encore plus à quel point c'est important, je veux dire, d'avoir un plan, d'avoir un responsable dans l'établissement, puis d'équiper et d'outiller les personnels, quelle que soit la catégorie, enseignante, personnel professionnel, soutien ou personnel de direction, pour pouvoir agir. Fait que ça, donc, sur la violence, un plan. Puis là, j'ai pris tout l'ensemble des formes de violence. Sur l'homophobie, bien, je rappelle qu'on a tenu dernièrement un colloque, mais on a été aussi initiateur, comme centrale syndicale, de créer 2 tables nationales, une pour le réseau scolaire, où les commissions scolaires, les parents, les administrateurs, les personnels participent. Donc, ça, c'est quoi, c'est 3 ans? 3 ans. Et la même chose pour les cégeps. Donc, là aussi, je veux dire, par rapport à l'image qu'on pouvait renvoyer, puis des préjugés, bien, il y a comme une volonté des milieux de se prendre en main, de développer une concertation, de sensibiliser et de contrer l'homophobie, je veux dire, par des moyens, par des dépliants, par des sessions de formation pour les personnels qui sont dans les établissements. Donc, il y a de l'action concrète. Sur la notion des rapports égalitaires, je salue le travail du Comité de la condition des femmes chez nous et par rapport à leur contribution à la coalition pour que, je ne veux pas dire donner, contrer les publicités sexistes. Là aussi, encore là, un travail de dénonciation. Ça va avec certains ateliers que j'ai pu lire dans votre programme, l'hypersexualisation, on va dire, donc, sous cet aspect-là, c'est encore une action concrète, mais avec très peu de moyens. Là-dessus, j'ai trouvé de lever mon chapeau à la responsable du comité chez nous qui s'implique à fond, qui fait ça là, au-delà de son mandat, mais c'est encore une forme, quand on dit dans l'ordre de discuter ou de pouvoir contrer, c'est d'attirer l'attention, je veux dire, sur... Et là, je ne reprendrai pas le cours de M. Lemieux. Je pense que je ne serais pas aussi bon que lui. Mais s'il faut voir en arrière de tout ça, je veux dire, les connexions qu'on fait entre des images, puis ce qu'on veut vendre à une population, puis se servir du corps des femmes. Donc, dans ce sens-là, il y a un travail qui est fait, modeste, mais ça demande juste à être... entretenu. Chez les saines habitudes de vie, Michel en a parlé, toute la question, puis la question des heures, j'avais ça dans mon document, je ne répéterai pas, mais on parle d'activité physique, puis il faut parler aussi de la nutrition. Là aussi, je dirais encore par le réseau des écoles vertes Brundtland, il y a des colloques régionaux qui se tiennent cette année, Carrefour de la citoyenneté responsable, le thème est la terre dans son assiette. Donc, c'est une éducation des bonnes habitudes à consommer de façon responsable puis à bien se nourrir. Ça va avec l'angle des saines habitudes de vie. Et malheureusement, puis ça ira en complément avec Patrick Lemieux, il y a quelques années, il y avait le CREM, le Centre de recherche et d'éducation aux médias. C'était financé par le ministère de l'Éducation. Ça développait, je veux dire, une conscience à l'égard des médias. Ça produisait des fiches pédagogiques, était en mesure finalement d'alimenter le corps professoral de la province pour commencer, parce que c'est très bien ce que Patrick fait rendu au cégep, mais moi, je pense que dès le primaire, il y a moyen de mettre en mouvement les jeunes, de commencer à les faire réfléchir, à pas prendre pour instantané, automatique, tout ce qu'ils voient. Le jugement critique, ça commence pas juste au cégep, ça doit se poursuivre là, puis ça doit se poursuivre à l'université toute la vie durant, mais on dirait que des fois, ça se perd en cours de route. Mais commençons à semer. Et ça, ce centre-là, il y avait un véritable outil, puis avec la production d'outils pour les établissements, c'est disparu. Bien, s'il y a de quoi à faire,
c'est de recréer une crème. Puis moi, je pense que les initiatives de Patrick Lemieux, ça doit être multiplié, je veux dire, dans l'ensemble des écoles de la province. Puis il faut être en mesure que les enseignantes, les enseignants puissent disposer de matériel qui leur permet, je veux dire, de contribuer au développement de la pensée critique des jeunes. Mais on l'a fait un peu à l'envers au Québec. Je veux dire, on a fait disparaître la crème. On a réduit le nombre de cours de philosophie au cégep. Des fois, qu'ils se mettraient à penser un peu trop, puis qu'ils ne deviendraient plus des citoyens dociles, facilement remplissables. Fait que, donc, il faut plaider pour plus de philosophie. Il faut plaider pour plus de connaissances, de façon à ce que, justement, on va créer l'ère de débat qui pourra se faire. Je veux dire, c'est fondamental pour la démocratie que de pouvoir débattre, je veux dire, avec des mots, pas avec des fusils, mais ça veut dire qu'on doit être capable de penser librement et être en mesure en même temps de voir les pièges qui se posent par rapport à certaines tentatives de manipulation. Merci beaucoup, M. Brodeur. Je pouvais vous lever. Là, je sentais que... Je pense que le défi qu'on nous pose aujourd'hui, ça n'appartient pas qu'au monde scolaire, ça appartient à la société. Pour la Fédération des commissaires scolaires, cette situation elle est bien préoccupante, car le lien entre l'activité physique chez les jeunes puis le biais d'activité parascolaire, c'est bien documenté, mais il faut continuer à travailler là-dessus. Mais comme plusieurs intervenants en ce cas-là ont souligné, les médias influencent les jeunes et en matière de comportement, quand on parle de violence, hypersexualité par exemple, ça a été discuté tantôt, la question que faire pour faire minimiser les impacts négatifs des médias sur la santé des jeunes, je crois qu'il faut en partie répondre de diminuer cette consommation médiatique. Monsieur Paquette tantôt disait l'encadrer plus, c'est bien sûr. La Fédération, c'est bien sûr qu'elle croit. Et aussi, au niveau de la Fédération, on met tout en œuvre là, pour fournir aux élèves un environnement favorable à l'acquisition des saines habitudes de vie. Mais on est tous des consommateurs d'Internet pour une raison ou pour une autre. C'est bien sûr que tout l'encadrement qui doit être fait, tout l'aspect sécuritaire qui doit être fait dans les classes où il y a des ordinateurs à la disposition des étudiants. Pour travailler dans le monde des télécommunications, je ne suis pas comme M. Pocket, j'avais dit un programmeur, mais je sais comment les réseaux de communication sont importants, mais ça reste quand même que quand on met à la disposition des jeunes un médium comme l'informatique, comme un ordinateur, bien, si on ne l'encadre pas, je pense qu'on s'en va direct dans le mur. La Fédération croit aussi fermement à l'importance de développer des programmes d'activité physique parascolaire. Toute la question du sentiment d'appartenance à l'école, par exemple, c'est des sentiments qui font que le jeune s'identifie à l'école. Ça a un effet aussi pour bénéficier d'un meilleur encadrement, un meilleur sentiment d'appartenance, comme je viens de dire, et aussi un sentiment pour lutter contre le décrochage scolaire. Le jeune qui s'amuse à l'école tout en étudiant aussi, va avoir moins envie de décrocher que s'il s'empêtre à l'école. Toute la question aussi, comme M. Paquette disait tantôt, à l'effet que, et M. Parent, sur les exemples de mobilisation. Quand la Fédération des commissaires scolaires du Québec s'est mobilisée avec le partenariat de la santé, les services sociaux, les syndicats, les municipalités, pour demander au gouvernement fédéral de légiférer sur la violence, bien, aujourd'hui, c'est pas le bonheur total, c'est sûr, il y a toujours moyen de faire mieux. Mais au moins, on pense que si on s'associe ensemble, on peut faire changer les choses. Et toute la question des cybermédias, les jeunes aujourd'hui ne font que ça, ne s'alimentent que ça. Et j'aurais jamais pensé, en 2010, malgré que, même si je travaille dans le domaine des télécommunications, et qu'on a tous... personnellement, un ordinateur ou un téléphone intelligent, qu'on pouvait rendre aussi important l'opinion de personnes dans une soirée aussi importante, tant qu'à moi, que la soirée électorale de lundi dernier. C'est rendu qu'une madame de Trois-Rivières qui a osé poser une question à Michael Ignatieff ou aux 4 chefs est devenue instantanément une vedette du jour au lendemain. Les médias couraient après elle, ça n'a pas de bon sens. Souvenez-vous aussi, toute la publicité médiatique autour de la madame des commissaires scolaires des navigateurs qui montrait ses attributs sur le net. La madame a donné des entrevues à la planète tout entière. Le Japon courait après elle. Elle a passé à des grandes émissions à grande écoute américaine. Je pense que la commissaire scolaire des navigateurs n'avait jamais pensé qu'il deviendrait aussi populaire que ça sur le net. Et aujourd'hui, quasiment tout le monde dans le monde est capable de dire où se trouve la commissaire scolaire des navigateurs. C'est un peu un non-sens avec un sujet comme celui-là. Alors, tu sais, c'est poser la question, c'est y répondre, mais
là, on se parle entre adultes. Mais imaginez toute la perception des jeunes, des petits bouts, là, du primaire puis du secondaire, mais ceux du primaire plus particulièrement, qui voyaient à la télévision, en arrivant chez eux sur l'heure du souper, une madame pas beaucoup habillée, à la télévision, puis elle travaille chez eux. C'est incroyable, c'est incroyable. Et on dirait que, et là, je ne ferai pas le procès de postes de télévision ou de grands diffuseurs, qu'ils soient journaux ou télévision, mais on dirait qu'il y en a qu'il faut absolument qu'ils aillent voir si ça fait mal, si ça pleure. C'est un non-sens, c'est de la télévision à outrance, c'est pas ça de l'information. Je disais tantôt avec M. Brodeur, lorsqu'on a dîné, tantôt M. Brodeur disait, je venais de Natashquan. Moi, la télévision, je l'ai connue en noir et blanc, puis ça faisait un petit bout qu'elle était instaurée ailleurs au Québec, et il n'y avait pas beaucoup de postes à mes débuts. Mais la télévision, pour moi, elle m'informait des missions d'information, de nouvelles, bien sûr, et il y avait des téléromans. Aujourd'hui, ce n'est pas des téléromans. La télévision, elle influence, elle nous rentre dans la tête une idéologie, puis si on ne pense pas comme eux autres, ben on est des crétins. Moi, j'ai eu de la misère avec ça. Et tout l'effet que ça peut avoir sur les jeunes, c'est incroyable. Alors, je pense que le phénomène qu'on a aujourd'hui devant nous, bien, il faut qu'il soit plus réfléchi. Est-ce que ce sera l'industrie, le gouvernement ou la société qui dira on en a assez? Monsieur Paquet disait tantôt, c'est un mouvement irréversible. Il est mondial, puis on ne peut pas arrêter ça. Comment on voudrait l'encadrer chez nous ou à notre municipalité? Ce matin, il y a une madame qui disait, je ne sais pas si elle est partie, que sa petite fille n'avait pas de télévision, qu'elle avait jamais été voir un spectacle, puis que parce qu'elle allait à la garderie ou à l'école, qu'elle est arrivée chez eux avec des idées de stéréotypes de dessins animés, qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait pris ça. Mais les jeunes entre eux se parlent. Leur médium, quand c'est juste de chatter, puis qu'il n'y a rien de validé, il n'y a rien de... fait que les jeunes, ils se font un monde à eux de ce qu'est la vraie vie, la vraie histoire. Et la vraie histoire, là, c'est pas sur le net qu'on la trouve, c'est pas vrai. C'est en faisant de l'activité physique, c'est en se dépassant, c'est en ayant des résultats académiques qui sont intéressants, qui permettent d'avoir une meilleure qualité de vie plus tard. Et si, aujourd'hui, en tout cas, moi, peut-être que je me trompe, puis je ne suis pas philosophe, puis je n'ai pas fait beaucoup de cours dans ce sens-là, sauf que si on se projette dans 20 ans, puis que ce sont eux, là, ces jeunes-là, qui chattent aujourd'hui, qui nous dirigent, je ne sais pas ce qu'on s'en va, mais d'après moi, on va frapper le mur tantôt sortant. Fait que ça termine un peu ma présence ici. Merci beaucoup de votre attention et soyez assurés d'une chose, c'est que tantôt, M. Parent faisait la nomenclature des implications de M. Brodeur. J'ai eu aussi, moi aussi, dans ma commission scolaire, à véhiculer le projet Brundtland, ces choses-là. Je vais sûrement faire un rapport de ce que j'ai entendu ici aujourd'hui à la Fédération des commissions scolaires, parce qu'à quelque part, je pense que ça commence, même si ça commence pas, si c'est pas la seule... le seul acteur là-dedans ne doit pas être les commissions scolaires, mais on est sûrement un acteur important et on va essayer de contribuer à notre façon à améliorer ces choses-là. Merci beaucoup.